Salut tout le monde, c'est Grégory pour vous accompagner dans ce nouveau décryptage d'une intrigue qui nous tient tous en haleine. J'espère que vous allez merveilleusement bien et que vous êtes prêts à plonger dans les coulisses sombres de l'épisode 1966 d'Un si grand soleil. Aujourd'hui, on va parler de faux semblants, de secrets enfuis sous la terre et de manipulations psychologiques qui font froid dans le dos. Préparez-vous, car l'atmosphère à Montpellier est devenue particulièrement lourde et suffocante. Imaginez un instant, vous êtes un médecin respecté, toute votre vie est dédiée à soigner les autres, et du jour au lendemain, vous vous retrouvez assis sur une chaise en métal inconfortable dans l'ambiance glaciale d'une salle de garde à vue. C'est exactement le cauchemar que vit Alain. Pour lui, tout bascule de la plus brutale des manières. Soupçonné de meurtre de Nicolas Fourneau, le médecin est désormais dans le collimateur direct de la justice. Mais comment en est-on arrivé là ? Les enquêteurs ont accumulé des éléments qui s'annoncent extrêmement lourds à porter pour sa défense. On parle d'abord de brouillons, de courriels particulièrement menaçants retrouvés dans ses données personnelles, des messages de colère qu'il avait rédigés à l'attention de la victime, mais qu'il n'avait jamais envoyés. Était-ce de simples exutoires à une rancœur passagère ou la preuve écrite d'une préméditation ? C'est ce que la police tente d'éclaircir. Et comme si cela ne suffisait pas, la technologie vient lui porter un coup fatal. Sa géolocalisation téléphonique le situe précisément à proximité immédiate de la scène de crime au moment fatidique. Face à ces preuves numériques accumulées, Alain clame son innocence avec l'énergie du désespoir, mais sa voix tremble. On sent toute la panique d'un homme qui voit son existence honorable s'effondrer sous le poids des soupçons. Les enquêteurs le cuisinent sans relâche, cherchant la faille dans son récit, tandis que lui s'accroche à sa vérité. Cette situation pose une question terrifiante. Comment va-t-il réussir à prouver sa bonne foi alors que tous les indices matériels semblent s'acharner sur lui? Est-il possible qu'Alain nous cache une partie de la vérité ou assistons-nous à une terrible erreur judiciaire de grande envergure? Mais la tempête ne s'arrête pas aux portes du commissariat, elle se déplace avec violence vers le domicile conjugal. C'est l'enquêtrice Élise qui mène les opérations. Et je peux vous dire que cette perquisition va laisser des traces profondes. À la villa, Elisabeth assiste à cette intrusion policière avec un mélange de terreur et d'impuissance absolue. Femme de tête d'ordinaire, si forte et habituée à tout contrôler, elle se retrouve totalement démunie face à la machine policière. Au départ, elle tente de faire barrage, de protéger son foyer et l'homme qu'elle aime, mais la loi est inflexible. Les forces de l'ordre investissent les lieux, fouillant minutieusement chaque pièce, retournant les tiroirs sous le regard dévasté d'Elisabeth. Et c'est alors que le drame se noue, là où on l'attendait le moins. En inspectant le jardin, un espace pourtant synonyme de calme et de beauté, les policiers font une découverte effrayante. Une arme à feu y est soigneusement dissimulée dans la terre. Lorsque la nouvelle tombe, c'est le choc le plus total. Alain jure ses grands dieux qu'il n'a jamais possédé la moindre arme de sa vie, mais ce pistolet caché l'accable d'une manière qui semble presque irréversible aux yeux de la justice. Qui a bien pu dissimuler cet objet de mort dans leur propriété à leur insu ? Est-ce quelqu'un qui cherche activement à faire accuser Alain en fabriquant de fausses preuves pour le détruire définitivement ? Et surtout, Elisabeth parviendra-t-elle à garder confiance en son compagnon face à une telle découverte ? En marge de ce drame policier qui s'intensifie, l'enquête se déploie sur d'autres pistes tout aussi complexes. Tournons-nous un instant vers Guillaume Sérignan, un autre personnage qui suscite bien des interrogations de la part de la police. C'est le capitaine Manu qui se charge de son interrogatoire serré. Manu le pousse dans ses retranchements, le soupçonnant d'être mêlé à cette affaire de chantage qui gravite autour du meurtre. Guillaume nie fermement toute implication, maintenant une ligne de défense rigide. Seulement voilà,
il y a une ombre majeure à son tableau. Il est totalement incapable de fournir un alibi solide pour la nuit du crime. Ce vide temporel laisse la porte ouverte à toutes les suspicions. Pendant ce temps, une autre intrigue prend un tournant absolument glaçant dans l'intimité des relations de voisinage. C'est l'histoire de Salomé et Clara. Et je dois vous avouer que ce qui se passe est une toxicité psychologique rare. Clara fait une révélation à Salomé qui fait froid dans le dos. Elle lui avoue s'être mise en couple avec Alexis uniquement dans le but de rester physiquement proche d'elle. On découvre ici une obsession malsaine, une manipulation machiavélique où les sentiments d'un tiers ne sont utilisés que comme un simple outil pour assouvir une fascination dévorante. Salomé se retrouve face à un piège psychologique terrifiant qui se referme sur elle. Jusqu'où Clara est-elle prête à aller pour maintenir cette emprise obsessionnelle? Et quelles seront les conséquences pour le malheureux Alexis lorsqu'il découvrira qu'il a été utilisé comme un simple pion dans ce jeu pervers? Voilà où nous en sommes, mes amis, dans cette suite d'événements haletants. Entre les murs d'une cellule de garde à vue, dans le sol d'un jardin huppé ou dans le secret de cœurs manipulés, la vérité semble plus que jamais insaisissable en ce mois de juillet 2026. Prenez grand soin de vous, restez attentifs à ceux qui vous entourent. C'était Grégory au micro. À très vite pour un prochain épisode.